Au sommaire de ce 8 avril, nous les avions rencontrés début mars. Olga et Maria ont fui la guerre en Ukraine avec leur famille et sont accueillies par une amie à Voisins-le-Bretonneux. Ces deux jeunes femmes continuent tant bien que mal leur vie. Elles ont aujourd'hui toutes les deux trouvé une école. Une nouvelle déléguée pour le Secours catholique des Yvelines, Marie-Aude de Misco, vient de succéder à François Paget. Une prise de fonction dans un contexte particulier. Augmentation de la précarité suite à la crise sanitaire, guerre en Ukraine. Elle est notre invitée. Et puis nos idées de sortie et d'activités pour le week-end dans les Yvelines. Dans cette émission, nous vous ferons découvrir notamment le graffiti. La guerre se poursuit en Ukraine et les réfugiés continuent d'affluer en France. Il s'agit surtout de femmes et d'enfants. Plus de 9600 jeunes ukrainiens sont actuellement scolarisés, principalement dans les académies de Nice et de Versailles, a annoncé le ministère de l'Éducation nationale. Début mars, nous étions allés à la rencontre d'une famille ukrainienne hébergée par Daria, à Voisins-le-Bretonneux. Depuis 3 semaines, 2 sœurs ont réussi à trouver une école, le symbole que la vie continue malgré tout. On a attendu à peu près une semaine et c'était vraiment pas long du tout par rapport à ce qu'on pensait. Et après, on était très très contente de pouvoir reprendre les études parce que rester à la maison, on ressassait des mauvais souvenirs, ça nous déprimait. Je suis très célèbre au collège. Tout le monde cherche à venir me parler ou à me demander quelque chose. C'est très touchant. La plus jeune a trouvé une place dans le collège Hélène Boucher à Voisins-le-Bretonneux. Olga, elle, suit actuellement des cours à l'école des Beaux-Arts de Versailles. Je suis très contente d'être à l'école des Beaux-Arts. C'est une chance. J'ai trouvé une copine là-bas. Elle est japonaise. Elle m'aide beaucoup. Elle me soutient et je trouve que les gens me comprennent bien. Ils cherchent tous à m'aider. Un monsieur très gentil m'a acheté tout le nécessaire dont j'avais besoin pour la peinture. Il nous a invités dans le magasin et il a dit « Choisissez tout ce que vous voulez, je vous l'achète ». Ça me permet de dessiner, de plonger dans la peinture et je voulais remercier ce monsieur particulièrement. Olga vient d'une famille de peintres. Son arrière-grand-père, Ivan Krasnyi, a exposé des œuvres au Musée national de Kiev et dans divers musées ukrainiens. Elle est très très bon dessinateur déjà et elle va aussi travailler avec le professeur de sculpture pour qu'elle aura un éventail de possibilités pour s'exprimer. J'ai déjà vu que son niveau de dessin est excellent et la prochaine fois, elle va certainement se mettre à la peinture. J'avais besoin de m'occuper pour me détendre et me changer les idées. Et la peinture, c'est pour moi quelque chose que j'adore et qui me fait du bien. Outre la scolarisation, Maria et Olga ont également trouvé une activité extrascolaire. Je suis très contente de m'être inscrite au badminton. Vraiment, j'adore ça. Je trouve que les gens sont très accueillants, très chaleureux. C'est ce que j'adore ici. La danse, c'est vraiment ma vie. J'adore danser et pour moi, la danse, ça me permet d'oublier la raison pour laquelle on s'est retrouvés ici. Même si la guerre reste toujours présente en arrière-plan, les deux jeunes filles se sentent intégrées dans leurs nouvelles activités. Et grâce à la mairie de Voisins-le-Bretonneux, la famille d'Olga et de Maria a également trouvé une maison au sein de la commune. Le Secours catholique qui compte dans les Yvelines, une nouvelle déléguée que je reçois aujourd'hui dans ce 7-8 week-end, c'est Marie-Aude de Misco. Bonjour. Bonjour. Vous avez pris vos fonctions à la mi-février, vous avez succédé à François Paget qui avait exercé ses fonctions de délégué entre 2013 et fin 2021 dans les Yvelines. On va parler avec vous de l'action du Secours catholique dans les Yvelines, aussi peut-être de l'urgence actuelle pour l'Ukraine. Déjà, parlons de vous. Comment vous abordez cette nouvelle mission, dans quel état d'esprit ? Écoutez, je suis très, très heureuse de prendre ces fonctions dans cette belle association du Secours catholique. Une belle association au niveau national, mais aussi au niveau local dans les Yvelines. C'est vrai que le Secours catholique est très actif, et notamment avec un très grand nombre de bénévoles sur notre territoire départemental. Parce que nous avons 2300 bénévoles qui ont travaillé, œuvré en relation avec des personnes qui vivent la précarité dans les Yvelines en 2021. Voilà, et je suis très touchée de l'engagement et de l'investissement de ces bénévoles pour ceux qui en ont besoin. Quel est le rôle d'une déléguée, justement ? Quelles vont être vos missions ? Alors, mes missions sont vraiment de porter le pilotage un peu général de nos actions dans le département, en lien avec des bénévoles en responsabilité. L'idée, c'est vraiment de pouvoir coordonner les actions dans un sens qui est le nôtre et qui est vraiment axé sur le lien avec les personnes et un lien très fraternel avec ces personnes. Alors, vous arrivez de la Seine-et-Marne, vous aviez
aviez plutôt exercé du côté de l'Est francilien. Là, on est dans l'Ouest francilien et vous avez exercé notamment pendant plus de 10 ans au sein de structures d'insertion par et vers l'emploi, des chantiers d'insertion, des agences d'intérim d'insertion. Donc, je le disais, principalement en Seine-et-Marne. L'aide pour les autres, l'accompagnement, ça a toujours fait partie de vos credos ? Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est un engagement profond, à la fois pour la relation et puis pour construire ensemble une société plus juste et où chacun puisse trouver sa place. Et cette expérience, vous comptez vous appuyer dessus pour mener à bien vos nouvelles missions aujourd'hui ? Exactement, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que œuvrer pour les personnes qui vivent la précarité, ça se fait à tout niveau et en Île-de-France, on retrouve vraiment les mêmes besoins et des problématiques qui sont similaires entre ces différents départements. Et donc vous arrivez comme délégué de ce secours catholique dans les Yvelines avec 60 équipes locales, vous le disiez, 2300 bénévoles dont on parlera dans un instant, 15 000 familles sont accompagnées et des personnes aussi isolées en situation de précarité dans les Yvelines. Justement, comment sont-elles accompagnées ? Comment le Secours catholique accompagne ces personnes ? Ce qui est très important pour nous, c'est vraiment le lien, la rencontre. C'est prendre le temps de la rencontre, donc qui se passe déjà sur nos accueils localement, dans nos équipes locales. Et ce temps permet vraiment à chacun de se considérer comme partie prenante. Ce qui est important, c'est de prendre le temps de la relation pour donner confiance aux personnes. Et d'aller vraiment vers une autonomie aussi dans les choix d'action qui vont pouvoir aider à rebondir. Donc dans ce cadre-là, nous menons des actions vraiment et des projets très divers, sur des champs très divers, de l'alimentaire, mais aussi vers d'un accompagnement culturel. Et puis en ce moment, un gros enjeu sur l'accompagnement dans toutes les démarches numériques, qui ont vraiment explosé ces dernières années. Et nous avons pu bénéficier de l'aide financière de France Relance pour pouvoir équiper nos équipes en matériel. Et maintenant, nous pouvons avoir des accueils sur ce plan numérique où les personnes sont là pour apprendre et s'autonomiser sur leurs espaces en ligne et pouvoir faire leurs démarches, accéder à leurs droits de façon plus autonome, par exemple. Et vous êtes arrivé dans cette délégation dans un contexte forcément particulier. Il y a une crise sanitaire qui s'est mise aussi en crise économique. Oui. Le contexte aujourd'hui, c'est une précarité qui a malheureusement augmenté, qui a augmenté dans les Yvelines, dans le reste de la France aussi ? C'est une précarité qui a augmenté et l'accueil des Ukrainiens se fait dans les Yvelines et le Secours catholique vraiment est un acteur partie prenante de la coordination pour cet accueil, tout en ayant à cœur justement de ne pas baisser son activité sur l'ensemble de la précarité et l'ensemble de l'aide qui doit être apportée aux autres personnes et notamment les personnes migrantes qui fuient d'autres lieux de guerre. Oui, parce qu'il y a aussi ce contexte de la guerre en Ukraine, vous en avez parlé, avec plus de 4 millions de réfugiés ukrainiens, près de 30 000 qui sont arrivés en France. C'est l'urgence du moment, mais elle ne doit pas éluder les autres urgences, c'est ce que vous disiez ? Exactement. C'est très important pour nos équipes d'avoir encore cette qualité parfaite d'accueil de toute personne qui est en demande et qui rencontre des difficultés sur les Yvelines. Et sur cette urgence Ukraine, comment le Secours catholique est mobilisé ? Vous parliez d'accueil, c'est ça ? Alors nous sommes mobilisés déjà au niveau départemental, nous faisons vraiment partie des instances de coordination autour de la préfecture pour cet accueil. Et à ce premier niveau, nous sommes en capacité de réorienter les personnes qui se présentent dans nos accueils vers les bons interlocuteurs pour pouvoir obtenir leurs accès aux droits, donc la protection temporaire, mais aussi accès à des produits de première nécessité s'ils en ont besoin, puisque localement, nous sommes en lien avec les coordinations qui se font au niveau municipal. Et donc, dans ces coordinations, nous intervenons vraiment en complémentarité avec les autres acteurs, avec les autres associations et en fonction de ce que nous pouvons nous proposer. Et nous proposons beaucoup d'accompagnement et en particulier, nous sommes vraiment sur ce lien social, déjà ce lien à faire entre les familles, parce que parfois des familles sont hébergées dans des logements vacants ou dans les familles et ne se connaissent pas entre elles. Donc nous pouvons créer des espaces de lien pour qu'elles se connaissent et créer de la solidarité entre elles.
Et puis nous intervenons pour l'initiation au français et l'autonomisation dans notre vie locale des Yvelines. Une dernière question, il nous reste une quinzaine de secondes. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, comment on peut aider justement le Secours catholique ? Alors justement, le Secours catholique national a mis en place déjà un appel aux dons par rapport à l'Ukraine qui est notre axe majeur au niveau international. Ce sont des dons financiers. Vous pouvez aller sur le site internet du Secours catholique. Qui s'affiche. Voilà. Et ces dons vont déjà principalement aujourd'hui à notre réseau, puisque nous sommes Caritas France et nous appartenons au réseau Caritas International. Et donc, nous aidons les Caritas ukrainiennes. Il y a 2 Caritas ukrainiennes et les Caritas qui sont frontalières. En particulier, aujourd'hui, il y a une grosse campagne d'aide sur la Caritas Pologne qui soutient les hébergements des personnes qui se sont déplacées d'Ukraine. Toute dernière chose, 2300 bénévoles, est-ce que vous avez des besoins en bénévoles ? Il y a quand même une grosse mobilisation, est-ce que vous avez besoin de bénévoles aujourd'hui ? Tout à fait. Aujourd'hui, nous accueillons avec joie de nouveaux bénévoles pour porter ces activités, nos activités classiques, mais aussi ces activités d'accompagnement des familles qui arrivent sur notre département. Donc pour toutes les informations, vous le disiez sur le Secours catholique, pour savoir aussi comment aider l'association, toutes les informations sur les sites internet qui s'affichent en bas de l'écran. Merci Marie-Aude Demisco d'être venue sur ce plateau. Je le rappelle, nouvelle déléguée du Secours catholique dans les Yvelines. Cette semaine, la famille de Samuel Paty a porté plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale pour non-assistance à personne en péril et non-empêchement de crime. Les proches du professeur d'histoire-géographie dénoncent une série de défaillances et de lourdes négligences qui ont conduit à l'assassinat. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty avait été décapité par un terroriste près du collège où il enseignait à Conflans-Sainte-Honorine. À Elancourt, près de 600 salariés de Thales ont manifesté ce 5 avril. Mobilisés depuis 2 mois, les employés demandent une hausse de salaire de 4%. La conférence de presse a eu lieu ce mercredi 6 avril à Saint-Ouen. La 2e édition de la Biennale d'architecture et de paysage d'Île-de-France se tiendra du 13 mai au 13 juillet 2022 à Versailles sur la thématique Terre et Ville. Lors de la dernière édition en 2019, plus de 200 000 visiteurs avaient participé à cette biennale. À Montigny-le-Bretonneux, du matériel médical en partance pour l'Ukraine, une collecte spécifique opérée par l'association des médecins des 3 villages, du matériel d'intervention avec notamment des kits hémorragie pour les sauveteurs. Ils ont pu être achetés grâce à la générosité des médecins, 3 500 € ont pu être récoltés. L'hommage à la mi-journée de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines à Laurent Bouvet, le politologue cofondateur du mouvement Le Printemps républicain, est décédé en décembre dernier à l'âge de 53 ans. Il enseignait la science politique depuis 2011 à l'UVSQ. En tractant au Rincy pour Emmanuel Macron, le Premier ministre aurait violé la période de réserve électorale à laquelle il est astreint. Or, la séquence du 24 mars n'a rien d'illégal. En effet, il n'est pas interdit pour les membres du gouvernement de faire campagne. Il faut juste que le cadre juridique soit clair. Alors pour rappel, cette traditionnelle période de réserve électorale, qui a débuté le 18 mars, a pour objectif de préserver la neutralité politique de l'autorité administrative et l'impartialité des agents publics en période électorale. Par conséquent, les membres du gouvernement, les fonctionnaires et, de manière générale, les agents de l'État sont tenus, dans le cadre de leurs fonctions, de s'abstenir de participer à toute manifestation ou cérémonie publique de nature à présenter un caractère politique. Toutefois, le Conseil d'État a rappelé, depuis longtemps, que les fonctionnaires ont, comme tout citoyen, le droit de participer aux élections, à la campagne et de militer, mais ceci en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Il est vrai également que le Code électoral interdit aux membres du gouvernement d'utiliser les moyens de l'État dans le cadre d'une campagne et de faire de la propagande alors qu'ils s'expriment officiellement autant en tant qu'autorité gouvernementale. Les ministres restent malgré tout libres de se déplacer en tant que personnalité politique. Ainsi, lorsque ces derniers prévoient de soutenir un candidat, leurs déplacements doivent être programmés pour qu'il ne puisse pas y avoir de confusion avec leurs activités officielles et gouvernementales. Par conséquent, la visite du Premier ministre au Rincy a été clairement identifiée comme étant un déplacement de campagne non inscrit à son agenda officiel et a été, selon Matignon, pris en charge par l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Bref, une visite dans les règles. De fait, le Premier ministre a pu faire campagne pour le candidat Macron sans contrevenir à la période de réserve. Enfin, et pour Emmanuel Macron, au même titre que les autres candidats,
Il n'est tenu à la réserve que la veille du jour du scrutin. Demain, donc, comme pour les sondages, ce sera silence radio. Match de football international ce vendredi à Croissy-sur-Seine. L'équipe de France féminine U20 a été battue par la Suède U23 en amical. Le score final 2-0. Et des conditions difficiles avec beaucoup de pluie face à des Suédoises plus âgées et expérimentées. Une rencontre dans le cadre de la préparation à la Coupe du Monde U20 féminine qui se déroulera du 10 au 28 août au Costa Rica. Les joueuses de Sonia Zirage seront fixées sur leurs adversaires le 5 mai prochain avec le tirage au sort des groupes. Lors de la dernière édition du Mondial en 2018 en France, les Bleus avaient terminé 4e derrière le Japon vainqueur, l'Espagne et l'Angleterre. Bonjour, aujourd'hui TV78 vous emmène découvrir le graffiti. Je suis avec 2 heures le graffeur et avant de vous présenter, on se trouve au Graph Park de Mantes-la-Ville. Vous connaissez bien cet endroit, alors est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu les lieux ? C'est un Graph Park qui a été inauguré de mémoire en 2008 parce que j'avais été présent, pas en tant qu'invité mais voilà, en tant que spectateur. Ils avaient inauguré toute une fresque avec des anciens et voilà, c'était très cool. Donc vous êtes un graffeur yvelinois et en plus d'une passion, pour vous le graffiti c'est aussi un vecteur de lien social ? Exactement, ouais. Ça fait 7 ans que je dispense des ateliers d'éveil de sensibilisation au street art dans différentes structures. J'ai fait de la psychiatrie pendant 5 ans à Théophile Roussel à Montesson. J'allie le médico-social et le graffiti. Et donc aujourd'hui l'apprentissage ça vous connaît et ça tombe bien puisque vous allez me donner un petit cours, moi qui n'ai jamais touché de bombe de ma vie. Grave. Qu'est-ce qui est prévu ? Là je sais pas, moi je vais partir sur un DU. Voilà, c'est un truc un peu perso, mes amis comprendront. Et puis, sur ce mur du coup ? Ouais, exactement, ouais. Et en fait, quand je vais, de toute façon, je vais te montrer mon sac, hein. Il y a plein des bombes. Je t'ai pris des caps, des skinny, des fat, des medium. Tu vas kiffer, je t'ai même pris une petite paire de gants. Bon c'est parti alors. Yes. En fait, le graffiti, c'est pas compliqué. Ça regroupe globalement 3 styles. Le tag, qui est une signature tracée. Le flop, qui est plutôt entre l'intermédiaire entre le tag et le graphe, donc c'est des lettres plutôt arrondies, et le graphe qui sont des lettres en volume. Donc là, concrètement, tu vois, tu peux te dire que le love, c'est un graphe. Ça, c'est un flop. Vas-y, parfait, ça, c'est un flop, et ça, c'est un tag. Donc là, 2 heures est en train de poser les bases du graphe, et ensuite, moi, je crois que je vais intervenir pour apporter ma Tu crois ou t'es sûr ? Qu'est-ce que je t'explique, mon petit Bichente. Donc la partie nord va être en rouge, et la partie sud va être en bleu. Donc c'est parti. Hein. Alors la distance idéale, c'est à peu près 8 cm. Là en gros tu vas remplir, et en fait ce qu'on appelle un remplissage électrique. Ça veut dire que tu remplis pas comme ça, tu remplis comme ça. Si jamais, comme tu commences en fait et que tu n'as jamais graffé de ta vie, tu fais des traits comme ça, tu fais des à-coups, d'accord ? Ouais. Éloigne-toi un peu. Yes, ça y est. Voilà monsieur. Mais ça va, t'es pas mauvais hein. Ah bon ? Bah oui. Après m'en être mis... Ah c'est pas grave, c'est comme quand tu fais à cuisiner, tu t'en mets sur les doigts, c'est comme ça. C'est quoi le graphe dont tu es le plus fier, enfin un des graphes qui t'a marqué ? Est-ce que tu en as un ou... Ouais, Théophile Roussel. On était en équipe, on était avec des vrais. En hôpital psychiatrique là, quand j'ai organisé le premier festival en psychiatrie quand même. Et c'était super sympa. Veux-tu essayer de faire des ronds ? Tu veux faire des petits ronds ? Tu veux faire des petits ronds, monsieur ? Ouais, au niveau du placement, là, ça peut être pas mal ici. Ça va pas être sur le... Si, après on coupe comme ça, c'est bien, ça fait du flow. Ah là, monsieur. Ensuite, tu m'en fais un petit par là-haut, s'il vous plaît. Allez. Bon, ma dernière ligne n'était pas terrible. Les gars. 2 heures va devoir rattraper ça. Toujours les gars, toujours. On va faire un point de fuite, ça met le flow. Donc le point de fuite, attends, je vais le mettre ici, tu vois. Donc en fait, tous les traits, en fait, c'est ce qu'il y a de plus technique. Tous les traits, tu vois, je vais les réunir vers le point. Mais là, il faut remplir en noir. Ah, regarde-le, lui, regarde-le. Moi, je m'occupe plutôt du remplissage. Il nous manque plus que la dernière étape, je crois, c'est les finitions. Exactement, monsieur. On passe à la dernière étape.
Bon voilà, 2 heures, on a fini notre petit graffiti. Enfin je dis petit, au final ça prend pas mal de place sur le mur. De ouf. Merci beaucoup, moi je crois que j'ai appris quelques bases, il me reste encore du travail avant d'arriver à votre niveau. C'est que de l'expérience, c'est que du travail, c'est rien. Mais ça va, t'es pas mal, hein. C'est bien, t'as capté déjà le système des caps et tout, de la distance. Mais en tout cas, pour découvrir le graffiti, vous pouvez vous rendre avec vos propres bombes ici, c'est un espace en libre accès pour s'entraîner. Ouais, essayez de ne pas passer sur notre tag. Mais allez-y, repassez-moi les gars, c'est un terrain, c'est fait pour ça les gars, y a pas de problème. Laisse ma gueule. Yeah. Alors ce week-end, le club de Montfort-l'Amaury-Houdan organise sa 10e fête des plantes et des jardins le samedi 9 et le dimanche 10 avril de 9h30 à 18h. Plus de 50 exposants seront présents lors de cette fête des plantes. Ce week-end, c'est surtout passer un moment agréable en famille, de vous évader en fait dans les différents stands qui vous accueilleront dans, je dirais, presque une réplique de votre jardin en grandeur nature. C'est vraiment un événement, je dirais, local qui permet d'accueillir tous les habitants du cœur d'Yvelines et même au-delà. Et c'est des moments, je dirais, d'échange, de partage autour de la conception du jardin, autour des plantes et je dirais d'une façon générale autour de la nature. À 15h le samedi et le dimanche, Stéphane Loriot vous proposera une conférence sur les paillages et Oya pour un jardin naturel. À 16h le samedi et le dimanche, c'est Philippe Pipard qui vous attendra à son stand avec vos orchidées pour vous proposer en fait des trucs et des astuces pour le rempotage de vos orchidées. Et dimanche, toute la journée, il y aura la possibilité de vous rendre au stand du Montfortois en transition qui vous expliquera en fait comment faire son propre compost. Cette année, plus particulièrement, nous aiderons des familles accueillies, des familles ukrainiennes accueillies et hébergées au sein de notre territoire, le cœur des Yvelines. Et c'est pour ça que du coup, qu'on fixe l'entrée à 3 € pour les adultes au-dessus de 16 ans. Mots et notes bleues, c'est le nouveau rendez-vous proposé par la commanderie de Saint-Quentin en Yvelines, une célébration de la créativité entre jazz et lecture. Pour ce premier épisode, l'écrivain et récitant Daniel Maximin sera accompagné du pianiste Alain Jean-Marie. Représentation ce samedi 9 avril à 19h. La nouvelle saison à France Miniature sera lancée ce samedi 9 avril. Le parc aux 117 monuments et 25 attractions est de retour avec une nouveauté. Après la reproduction de l'univers Fort Boyard, c'est maintenant un espace de 370 mètres carrés de jeux dédié à l'émission Koh-Lanta qui sera accessible aux enfants. Et premier événement de la saison, la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques, les 16, 17 et 18 avril. Et justement pour terminer cette émission, les lapins et les cloches seront bientôt de sortie. Les chocolats tomberont un peu partout dans le département pendant le week-end prolongé du 16 au 18 avril. Plus d'informations la semaine prochaine dans le prochain 7-8 week-end. Bonne fin de semaine à tous et à bientôt sur TV78.